Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureux aujourd'hui d'être invité pour vous présenter survoler le package Torch et rentrer dans le détail sur le package Tabnet sur lequel j'ai eu le plaisir de collaborer. Alors tout d'abord, un petit disclaimer dans l'invitation. Je travaille pour la société Airbus, mais Airbus n'a rien à voir et n'est absolument pas engagé dans cette présentation, ni même dans la création de ce package, parce que ce package, ma collaboration à ce package, elle vient du moment de la première période du Covid, où il y a des journées de chômage partiel qui sont arrivées et l'employeur a dit il est hors de question que vous ouvriez le moindre PC ou document Airbus. Ça, c'est la loi. Et du coup, on avait du temps pour faire autre chose. Et ben, moi, j'ai choisi de rendre un peu ce que l'État donnait et le rendre à la communauté en contribuant au package Tabnet. Voilà pour la genèse de ce projet. Alors, le projet était déjà initié, il était expérimental, il l'est toujours, mais j'espère qu'on a pu l'amener à un meilleur niveau d'utilisabilité que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pourquoi Torch et Tabnet? Alors, la première chose, c'est que quand on est un utilisateur de R et qu'on veut faire du deep learning, il y a quelques librairies qui permettent d'en faire, notamment en CPU. Mais dès qu'on avance un peu et qu'on ne veut pas juste faire du deep learning pour le plaisir d'en faire, mais juste utiliser des réseaux pré-entraînés, disponibles dans la communauté, les télécharger et les activer sur un jeu de données personnel, on est très vite obligé d'aller sur TensorFlow. Jusqu'à il y a très peu de temps, TensorFlow, c'était la solution. Malheureusement, TensorFlow sur R, même s'il y a eu un énorme effort de mettre Keras et TensorFlow disponibles pour R, ça repose sur Python. Et quand ça repose sur Python, les problèmes commencent. Il faut installer Python, il faut installer la bonne version de Python, il faut gérer les packages de Python. Et très vite, toutes ces questions, on ne sait pas comment faire. Quand on utilise Stack Overflow, qui est la base de connaissances des utilisateurs de Python, on fait tout un tas de choses dans tout un tas de directions, pas toujours celles qu'on veut. Et finalement, il faut suivre en général une formation Python pour les utilisateurs de R, telle que celle proposée par la SFDS. Je pense que c'était l'an dernier, j'ai trouvé cette formation disponible. Malheureusement, comme la formation a atteint sa capacité maximale, c'est-à-dire qu'on en revient à l'état initial, on est perdu juste pour installer Python. Donc, avant même de faire du deep learning, avant même de faire du Keras en R, on est coincé dans un monde dans lequel on n'a pas envie d'aller. La bonne nouvelle avec Torch, c'est qu'on n'a plus besoin de Python. On n'a plus besoin d'aller à cette formation pour apprendre pendant des heures comment gérer l'installation de packages et de Python qui vont juste nous poser des problèmes quand ils seront installés. Et avec Torch, on va avoir une librairie qui est native en R. Alors, ce que je vous raconte, ce n'est pas complètement inventé, c'est de l'expérience personnelle, mais elle n'est pas que personnelle. Même XKCD a fait ce formidable diagramme de comment installer Python sur son laptop. Et en général, on n'est pas loin d'arriver à ce schéma. Donc ça, c'est juste pour la petite histoire. Néanmoins, laissons ça de côté. Pourtant, on a envie de faire du deep learning, donc on va le faire sur CPU. On va très vite se rendre compte que ce n'est pas très rapide sur CPU. Et comme on a à disposition une GPU, on veut le faire sur GPU. Et là, malheureusement, il y a quelque chose, il y a tout un tas de librairies auxquelles on ne va pas échapper à l'installation des librairies sur la machine. Et ça, c'est toujours une épreuve. Et ça continuera de l'être parce que là, on parle d'installer des librairies de bas niveau. Donc là, malheureusement, c'est dépendant de la machine.
Et là, il va falloir lire d'autres articles sur Stack Overflow. Et ces librairies, elles sont au nombre de 4. Donc, le driver de la carte GPU, qui est le driver NVIDIA, c'est les seules cartes GPU supportées pour le moment. Le driver CUDA, la librairie CUDA, qui est le calcul de tensor amélioré sur la GPU, et le calcul CUDNN, qui est relatif au réseau de neurones. Et puis, bien sûr, quand on est dans le monde Python, il y a libtorch et PyTorch. Et ça, c'est Python qui l'installe. Nous, quand on va passer à R, à Torch pour R, on va aussi avoir ce stack d'infrastructures à installer et il faudra y arriver. Là, je ne vais pas vous aider, je ne vais pas vous dire comment y arriver, ça dépend de votre machine et de la carte GPU. Alors, Torch sur R, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un écosystème et qui est en plein développement et il est émergent. Donc, tous les packages sont expérimentaux, sont annotés expérimentaux. Mais néanmoins, il y a un écosystème. Donc, il y a Torch, qui est, si vous connaissez TensorFlow, l'équivalent de TensorFlow. Il y a un package en surcouche de Torch qui s'appelle Loose, qui est l'équivalent de Keras, c'est-à-dire qu'il va permettre d'entraîner des réseaux de neurones en s'occupant juste de la définition et d'un workflow très, très haut niveau pour l'entraînement de packages. Il y a Torch Audio qui va faire le pré-processing des fichiers de time series, des fichiers temporels. Et il y a Torch Vision qui va s'occuper du pré-processing des images. Et il y a surtout un très beau site web qui permet de bien démarrer, de comprendre l'écosystème avec des guides pour comment utiliser Torch, la documentation du package Torch, etc. Donc, le site web est vraiment très, très bien fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des articles de blog de RStudio AI qui sont vraiment de très bonnes initialisations de différentes fonctions qu'on peut faire avec du Torch. Donc là, j'ai copié un seul des articles, mais il y en a plusieurs dédiés à Torch et au package au-dessus de Torch. Il y a une communauté de développeurs. On a un package qui est maintenant sur Crâne en version 0.6. Il est expérimental, comme je vous l'ai dit, mais on voit qu'il y a beaucoup de téléchargements mensuels, donc c'est un très bon signe. Vous pouvez continuer à vous poser la question de pourquoi réinventer l'eau chaude. C'est avant tout pour la facilité d'installation sur CPU et sur GPU. Ceux qui ont réussi à installer TensorFlow pour R ou Keras pour R savent de quoi je parle. C'est un enfer ou alors un grand niveau de chance. L'installation est aussi très frugale. Quand vous installez TensorFlow pour R, vous installez tout un tas de packages Python, donc ça se passe derrière, ça se passe automatiquement, mais vous voyez ce nombre d'installations, vous vous dites s'il y en a un seul qui échoue, je ne saurais pas le débugger, si vous n'avez pas suivi la formation Python pour les utilisateurs de R. Ici, l'installation, on va le voir ensemble, c'est 2 fichiers. Et c'est très petit en taille sur le disque, on va le voir ensemble. Les articles de blog, je l'ai déjà mentionné, et l'écosystème de package. Qu'est-ce que c'est que Torch? Donc, je vous ai promis que ce serait très facile à installer, et je vais vous le prouver. Oui. Torch s'est intégré à l'IDE RStudio, donc ça va être très confortable pour développer, débugger du code de Torch et visualiser l'état des tenseurs. On est dans R, donc toute l'indexation des tenseurs se fait à 1, c'est indexé à 1, donc on compte les colonnes 1, 2, 3, et ça c'est très très confortable. Et il y a tout un tas de fonctions, la différenciation automatique, mais en fait il y en a plein. Qu'est-ce que fait Torch? Il gère des tensors qui sont ni plus ni moins que les arrays de R, donc c'est des matrices multidimensionnelles. Il sait faire de la computation des arrays, c'est le minimum. Il y a autograde, qui est la différenciation automatique, c'est-à-dire que dès qu'on
fait un changement sur un tensor, il y a automatiquement la dérivée qui est intégrée et calculée par Torch. Et donc ça va être extrêmement pratique dans le deep learning où on ne fait que calculer des dérivées sur la passe de forward dans les réseaux de neurones. Il y a des modules de network node qui sont en fait des agrégats de fonctions qu'on va pouvoir utiliser comme des modules, qui vont simplifier l'usage et l'organisation des différentes fonctions. Il y a des datasets, je vous l'ai dit, des data loaders pour ingérer très vite les datasets, et le just-in-time compiler dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Alors, je vous ai promis que c'était facile à installer. En voilà la démonstration. Vous faites install library de Torch, install package de Torch. Et la première fois que vous lancez library de Torch, il va découvrir, en fonction de votre setup logiciel, hardware, pardon, il va télécharger deux fichiers. Le fichier libtorch, qui est adapté à votre OS et à votre machine, et adapté soit en CPU si vous n'avez que ça, soit à la GPU si vous avez une GPU sur cette machine, et le fichier lanterne. Vous voyez que ces deux fichiers ne sont pas très gros, et là vous avez la taille totale que ça va occuper sur le disque. Comparez-le avec TensorFlow, qui je crois est de nos jours à plus d'1,5 giga. Et vous voyez que là, en CPU, c'est quand même très frugal. Alors évidemment, tous ces téléchargements automatiques, souvent les gens froncent les sourcils en disant ça ne va pas marcher chez moi. Alors vous avez le droit à l'Advanced Setup, où là vous avez une commande d'installation, qui est install _ torch, où là vous pouvez préciser un timeout. Alors ça, c'est une fonction que j'ai rajoutée, ce timeout, parce que au travers d'ADSL, ça mettait trop de temps et ça tombait en timeout. Donc vous pouvez fixer le timeout en fonction de la vitesse, en fonction de la bande passante de votre accès jusqu'à ces sites web. Et quand bien même cet install torch ne marcherait pas et que vous êtes dans un environnement d'entreprise hyper sécurisé, que vous ne pouvez pas télécharger au travers du proxy et toutes ces contraintes, eh bien, vous avez un install from file. La commande install torch from file vous demande de préciser l'accès à deux fichiers que sont libtorch et liblanterne. Ces deux fichiers, vous savez où les télécharger parce que vous avez l'URL qui s'est affiché précédemment. Et donc, vous pouvez les mettre sur cette machine à la main et puis en préciser le chemin pour que l'installation se passe bien. Quand bien même cet expert setup n'aurait pas fonctionné, il y a un article d'installation sur le site web de Torch, .mlverse.org. Donc, après cette commande, vous voyez que ce n'est pas très fatigant l'installation et vraiment, ça se passe bien, ça gère vraiment beaucoup de cas possibles. On a Torch qui est fonctionnel sur le PC. Alors vous allez me dire, là c'est magique parce que vu l'effort pour TensorFlow. Alors la magie, la voilà. Pourquoi c'est magique? Parce que libtorch, en fait, c'est une librairie qui est commune à PyTorch de Python et à Torch de R. Alors je devrais le dire différemment. Le package Torch, il reprend la librairie libtorch qui fait partie du package PyTorch. Et au-dessus, il installe Lanterne, qui est une API C, pour pouvoir avoir accès à RCPP et donc créer et d'extraire de l'API Torch qui les expose toutes les fonctions Torch qui sont dans libtorch. Et ça veut dire que la couche torch underscore étoile qui va donc mettre toutes les fonctions dans le package torch de R va générer des fonctions de manière totalement automatique. Enfin, le code qui crée le package Torch extrait les fonctions de manière complètement automatique de la librairie libtorch. C'est-à-dire que à chaque instant, la librairie Torch de R expose les mêmes fonctions que la librairie PyTorch. Et donc, vous êtes exactement à égalité de vos collègues qui font du Python en vous disant avec R, vous n'y arriverez jamais.
Donc ça, c'est hyper rassurant. Il n'y a pas de différence en bug, en fonction supportée et en syntaxe de la commande. Et au-dessus, ben, vous avez toutes les fonctions dont j'ai déjà parlé. Alors, on ne peut pas parler de Torch, et je m'arrêterai là d'ailleurs, sur Torch, sans parler des tensors. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tensor? Je vous l'ai dit, pour un utilisateur de R, c'est juste une array, donc c'est juste une matrice multidimensionnelle. Comment on interagit avec les tensors? Eh ben, on a des fonctions torch underscore et puis des fonctions de génération qui peuvent être zeros, qui fait une matrice de 0, ones qui fait une matrice de 1, un tensor de 1, pardon, ou random qui gère un tensor de dimension 2 par 3 par 4. C'est l'exemple qui est là. Et vous voyez comment R montre l'état de ce tensor. Alors un tensor, c'est quoi? Au-delà de la matrice de nombres, c'est un data type. Là, par exemple, j'ai fait un tensor de random et je vois en bas dans l'affichage que c'est un tensor de float. Le tensor, il est installé sur un device. Comme je vous l'ai dit, au moment de la création, il est posé sur un device. Là, sur cette machine, je n'avais que du CPU, donc je vois que le tensor, il est sur ma CPU. Bon, en réalité, dans ma RAM de CPU. Hein. Il a une dimension. La dimension, c'est 2 par 3 par 4 parce que c'est ce que j'ai demandé. Il y a des méthodes qu'on peut lui appliquer, par exemple, .size, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Et là, on va s'approcher de la syntaxe Python, c'est-à-dire que sur le tensor.x, sur le tensor x, pardon, je vais pouvoir ajouter une méthode point quelque chose qui va en extraire certaines caractéristiques. Et il y a le gradient, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas en parler plus longtemps. La première chose qu'on a à faire avec des tensors, c'est les indexer et en découper des morceaux. Là, vous avez quelques exemples de méthodes d'indexation des tensors qui varient un petit peu par rapport aux méthodes d'indexation qu'on a l'habitude d'avoir en R. Donc, on peut omettre une des dimensions. Donc là, si je prends x et que je l'indexe en virgule 2.n virgule, je vais faire une tranche de seulement dans la deuxième dimension de x, en gardant toutes les valeurs du tensor pour la première et la troisième dimension. Vous voyez le résultat et vous pouvez constater visuellement ce qu'il en est. Si je choisis une valeur sur une dimension, donc si je prends x de 1 sur la première dimension et de n, il va y avoir une élision de la dimension pour laquelle je n'ai plus qu'une valeur. Donc, la dimension 1, on va garder que la valeur du premier de ce premier bloc, mais on va virer la dimension. Le tensor résultant n'est plus que de dimension 2. Si je veux garder cette première dimension, il faut que je lui dise de choisir sur la première dimension de 1 à 1, 1, 2.1, et j'obtiens ce que je veux, je garde cette première dimension. Et si j'ai une dimension en trop et que je veux simplifier, j'ai des commandes torch squeeze qui en fait renvoient la même chose que ça. Donc ça, c'est juste une overview. Je vous mettrai dans le chat un lien vers une cheat sheet de Torch que j'ai faite, qui est encore en cours, donc il reste une colonne qui n'est pas remplie, mais toutes ces méthodes, elles vous seront rappelées dans cette cheat sheet et vous suivez de la consulter pour savoir comment bien indexer son tensor. Et j'en ai fini pour Torch. Non, pardon, j'en ai pas fini pour Torch, excusez-moi. J'avais l'ambition de vous faire créer votre premier module Torch NN, donc un module de Deep Learning Torch, mais je dépasserai le temps alloué. Donc je vous invite à faire le Torch Tour qui est disponible en ligne sur le serveur Shiny et qui, par des exercices, vous aide à comprendre et à manipuler vos premiers tensors. Ou alors à aller voir le tutoriel Torch de User 2021 qui a été fait en français. Alors profitons-en. Et qui se trouve dans le repository de code MLverse
Torch Learner, et ensuite vous le trouverez assez facilement. Voilà pour Torch. Alors, quand on a ce framework qui s'installe aussi facilement, qui fonctionne très bien avec R, on a envie d'y déposer, d'y mettre on a envie d'y créer des modèles. Et pour créer un modèle, on s'appuie sur un papier de recherche qui l'implémente. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Tabnet que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est que Tabnet ? C'est un papier qui est sorti en août 2019, qui a été fait par les chercheurs de Google, donc Serkan Oharik et Thomas Pfister, et qui permet de faire du deep learning sur des données tabulaires. Alors, les données tabulaires, c'est les données les plus utilisées en entreprise pour tout un tas de raisons. Hein. Ça vient de l'histoire d'Excel qui régit le monde. Et en général, sur des données tabulaires, les modèles qu'on applique, les plus évolués quand on veut juste battre des records d'accuracy, c'est les modèles d'arbres, Random Forest ou XGBoost, pour juste avoir de la performance. Le problème, c'est quand les gens disent « Oui, ben, ok, ton modèle, il est bon, explique-moi comment il a choisi cette sortie. » Et là, on est un petit peu perdu. Alors, ce que Tabnet amène, c'est un mécanisme d'attention dans le cœur du modèle et qui va permettre d'extraire de l'explainabilité, de l'interprétabilité, pardon, du modèle. Donc, on va avoir un modèle qui est explicable et alors, première chose, c'est toujours très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il assure un entraînement non supervisé, c'est-à-dire que si vous avez dans votre dataset tabulaire très peu d'entrées qui ont été annotées, ou vous connaissez la réponse, mais tout un tas de données qui n'ont jamais été annotées, eh ben, vous pouvez les utiliser pour pré-entraîner le modèle. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est une tâche de self-supervised learning. Donc, le modèle va apprendre la structure des données juste sans avoir de colonne à prédire. Enfin, c'est un modèle de decision making et de feature de decision making, puisqu'on peut aussi l'utiliser dans le monde supervisé avec une colonne à prédire, qu'elle soit numérique ou binaire ou catégorielle ou multicatégorielle. Donc, on peut avoir de la prédiction multiclasse, multilabel. Qui a fait des implémentations de Tabnet? Alors, on peut voir chez Paper with Code toutes les implémentations d'un modèle. L'implémentation officielle, elle vient de Google Research et elle a 19 000 étoiles, mais c'est triché car c'est tout le repository de tous les modèles qui sortent de chez Google Research. Donc, les étoiles ne vont pas vers Tabnet. Le deuxième repo, c'est QLib chez Microsoft, et aussi, c'est un repository agrégé de tous les modèles de Microsoft, donc c'est triché. Le premier repo avec qui on est en concurrence, c'est DreamQuark, dont on a repris le code, et en fait, ce qui est dans le modèle Tabnet R, c'est une traduction du code Python qui est dans le repo DreamQuark. Donc, il y en a d'autres. On se trouve donc dans les gens qui font réellement du Tabnet en 5e position. Et donc, si vous êtes courageux, allez mettre une star sur le repo de code Tabnet pour qu'on ait une chance de remonter devant notre challenger qui est M-Grand-Quin avec Fast Tabnet, qui n'est pas plus rapide que le nôtre. Donc, ça peut être votre challenge aujourd'hui. Le package Tabnet R est sur Crâne. Donc, vous l'installez avec install package Tabnet, hein, rien de plus simple. Et la version 3 est sortie la semaine dernière. Alors, comment fonctionne Tabnet? Alors, il y a deux étapes, il y a deux phases d'entraînement de Tabnet, une phase non supervisée et une phase supervisée. Avec un design du réseau pour la phase non supervisée,
et un design différent. Donc on coupe certaines parties du réseau pour y brancher des couches de decision making, donc des couches linéaires pour la partie supervisée. Donc comment fonctionne ce réseau à très grosse maille? L'idée, c'est de masquer une partie des données de manière aléatoire, qu'elles soient catégorielles ou numériques, et d'essayer, et le modèle va essayer de reprédire ces données avec une fonction de coût qui va mesurer la différence entre la prédiction sur les données manquantes, artificiellement, sur les données masquées, pardon, et la réalité de ces données qui ont été masquées. Donc en faisant ça au cours de plein de longues étapes d'entraînement, le modèle crée une connaissance des relations entre les différentes parties de votre dataset. Ça se passe avec un encodeur suivi d'un décodeur, et la représentation au milieu est une représentation de votre jeu de données. Le modèle, il est créé à la volée en fonction de vos données. Donc, il est systématiquement relatif à votre dataset. Donc, il y aura des transformations des colonnes catégorielles pour qu'elles soient ingérables par un réseau de neurones. Pas des colonnes numériques. Ce qui va faire que le modèle va être hyper spécifique à votre dataset d'entraînement, dans son architecture, je veux dire. Voilà les grosses mailles. Et ben, le mieux maintenant, je pense, c'est de faire fonctionner Tabnet sur votre PC. Alors, si vous êtes ambitieux, vous pouvez le faire en même temps que je vous montre les commandes. Moi, j'ai pas choisi d'exécuter les commandes en live parce que évidemment l'entraînement est un peu long. Donc vous pourrez les exécuter chez vous et voir ce qu'il en est. Alors je vous propose qu'on le fasse sur le dataset Ames, qui est le dataset des ventes immobilières de la ville d'Ames dans l'Iowa, qui est un dataset un peu plus conséquent que le dataset classique de Boston, qui est pas très des ventes immobilières de Boston. Donc là, on est sur la ville d'Ames. On a deux colonnes qui vont être des bonnes colonnes d'outcome. Donc le prix de vente du bien. Donc vous voyez que ça s'étale entre 12 000 $ et 750 000 $. Donc ça va être notre entraînement numérique. Il y a une colonne plus challenging qui est la colonne d'overall condition du bien immobilier, avec beaucoup d'average, et puis soit au-dessus de l'average, soit en dessous de l'average. Le reste des colonnes du dataset, donc on a presque 3000 lignes, avec 74 prédicteurs qui peuvent être catégoriels, numériques, des entiers, avec des facteurs avec plus ou moins de levels. Il faut toujours représenter les données un peu pour savoir où on met les pieds. Et maintenant qu'on a notre dataset, on peut rentrer dans le flux de modélisation. Alors, le package Tabnet, il accepte en entrée plein de formats de données. Le format le plus simple, c'est de mettre un data frame. Donc, le data frame qu'il attend, c'est le data frame des X. Et dans ce cas-là, la deuxième variable, ça doit être les Y, donc les variables à prédire. Il accepte aussi en entrée une recette du package Recips. Et c'est celle que j'ai choisi de vous présenter parce que c'est celle qui permet d'entourer l'entraînement du modèle du plus de justesse du point de vue machine learning. Donc, déjà de faire de la préparation des données. Et c'est ce que j'ai fait ici. Avec cette recette REC qu'on définit par une formule. Donc, on va prédire le sales price. Pardon, j'aurais pas dû faire ça.
en fonction de toutes les autres colonnes sur le dataset AMES. Et comme fréquemment en deep learning, il est bon de normaliser les colonnes numériques. Et donc, j'ajoute un step de normalisation de toutes les colonnes numériques, mais pas de la colonne d'outcome. La colonne d'outcome, c'est celle que j'ai précisée dans la formule de prédiction. Et vous voyez que là, j'ai quand même fait tout un tas d'opérations avec très peu d'efforts et une syntaxe assez facilement lisible. Quand cette recette elle est créée, je peux lancer ma commande tabnetfit qui va entraîner le modèle de tabnet sur la récipe en appliquant au dataset AMES avec sur 30 époques. Donc les données vont passer 30 fois au travers du modèle pour le faire converger, en splittant le train set et le validation set avec 25%, et en étant verbeux. Voilà ce qui se passe en accéléré quand je le fais. Pour chaque époque, on a une valeur de la fonction de loss sur le training set et de la validation et de la valeur de loss sur le validation set. Donc là, normalement, vous êtes en confort, c'est ni plus ni moins que ce que vous obtenez quand vous faites n'importe quel framework de deep learning, incluant TensorFlow. On a un modèle qui est entraîné dans la variable fit, et on peut l'utiliser pour prédire avec la fonction predict du modèle sur le dataset AMES. Là, vous m'avez dit, là, vous pouvez me faire la remarque qu'on a entraîné sur toutes les données et on va prédire sur les mêmes données. Ça devrait normalement être bon. Néanmoins, c'est pour découvrir la commande predict qui donne bien des valeurs numériques de sales price pour chacune des lignes pour lesquelles on fournit des données. Donc ça, c'était l'entraînement supervisé dans le cas d'une régression. On peut le faire bien sûr dans le cas d'une classification. Donc je prends l'autre colonne, overall condition, comme mon outcome. Je prends toutes les autres colonnes comme des prédicteurs. Et j'ai exactement la même syntaxe, rien n'a changé. On voit que la fonction de la valeur de l'erreur de prédiction n'a pas du tout la même grandeur. Bon, ça vient du fait que là, c'est des variables. Là, c'est une transcription des variables catégorielles en niveau, alors que dans l'autre cas, c'était vraiment une erreur absolue sur le prix. Donc, c'était la somme des erreurs des prix, ce qui donnait des grandes valeurs. La fonction de predict, c'est exactement la même, et ça va donner une prédiction d'un facteur. Rien de nouveau là, juste vous voyez que l'effort pour entraîner un package et obtenir une prédiction qui est à nouveau un facteur, c'est-à-dire sans effort de conversion, de one-hot encoding, des numéros des facteurs, enfin des levels des facteurs pour être sûr qu'il n'y a pas de décalage, l'effort là, il est à peu près de 0. Donc j'espère que ça va vous convaincre d'utiliser ce package. Et voilà, j'ai fini. En tout cas, c'est ce que les gens de Python, ils ont choisi comme fin dans leur package. C'est-à-dire qu'ils ont deux fonctions, l'entraînement et la prédiction, et rien d'autre. Et encore là, on accepte des récipes, ce qui est déjà plus facile à utiliser. Bon, en réalité, non, j'ai pas fini. On a habillé ce package avec plein de fonctions qui vont vous aider à mieux l'utiliser. Alors, je vous précise quand même qu'il y a une autre façon d'utiliser le package, non pas de l'inclure de l'entourer avec le package recipe, mais de l'entourer avec le package workflow. Alors, workflow, c'est encore un surensemble de recipes qui va permettre de comparer plusieurs modèles entre eux sur le même jeu de données. Donc, juste, c'est pour vous préciser qu'on supporte l'intégration avec workflow
Donc, normalement, on accepte le plus grande diversité d'entrées sur le package. Première fonction qui aide beaucoup le développeur de modèles, le data scientist, c'est la courbe d'entraînement. Donc, comment on a intégré la courbe d'entraînement pour diagnostiquer le modèle? On l'a mis dans Autoplot. Donc, je vous rappelle qu'on a stocké notre modèle, et là je vous dis une bêtise parce que je crois que j'ai changé le nom de variable. On a stocké le modèle dans fit régression pour le modèle de régression sur le prix. Là, c'est une erreur. Donc, je l'ai stocké dans fit. En fait, j'aurais dû stocker dans fit régression. Et je peux faire un ggplot, un autoplot, pardon, de fit régression. Qu'est-ce qui va me donner comme plot à ce moment-là? Eh bien, c'est la courbe d'erreur au cours de l'entraînement. Et vous voyez que on s'est arrêté à 30 époques. La courbe d'entraînement continue de diminuer. Donc déjà là, je sais que je me suis arrêté trop tôt dans l'entraînement de mon modèle. Je vois aussi la courbe d'évolution de l'erreur sur le dataset de validation. Là aussi, ça continue de descendre. Donc, je me suis arrêté trop tôt sur mon modèle. Donc ça, c'était pour la régression. Et là, pour la classification, eh bien, à nouveau, mon erreur continue de descendre. Donc, je suis incité à continuer à entraîner mon modèle. Et là, alors, ah oui, deux choses. J'ai affiché sur le plot des points qui sont les checkpoints du modèle. Donc, par défaut, tous les 10 époques, le modèle va enregistrer un checkpoint. Et ça va être utile quand on va utiliser les fonctions très utiles qui vont arriver juste après, qui vont être l'enregistrement du modèle sur disque. Donc, sur disque, on n'enregistrera pas le modèle à chaque époque. On ne gardera que des checkpoints. Et là, sur la courbe de diagnostic du modèle, de l'entraînement du modèle, on a un point pour les checkpoints. Alors là, je fais un appel à l'aide. Si quelqu'un sait comment, dans ggplot, ajouter dans la légende quelque chose qui ne correspond pas aux données, mais qui mettrait un point rouge avec un titre as checkpoint, je suis preneur parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais je n'ai pas réussi à le faire. Et ce serait mieux c'est documenté, hein, donc c'est dans la doc de la fonction, mais ce serait mieux qu'on voit dans la légende que ce point rouge, c'est as checkpoint. N'hésitez pas. Donc j'en ai parlé, c'est bien d'avoir entraîné un modèle, mais comme ça a pris beaucoup de temps, on n'a pas envie de le perdre quand on éteint RStudio ou quand on éteint le laptop. Donc, on a inclus l'enregistrement sur disque. Pour vous donner une idée, notre concurrent, le premier qui est dans la liste dans le nombre d'étoiles, a intégré la sauvegarde sur disque du modèle qu'il y a 2 ou 3 semaines. Donc, on était très en avance là-dessus. Et là, l'effort, eh ben, il est quand même très limité. Il faut définir un fichier temp dans lequel le modèle sera sauvé. Il faut lui donner un nom de fichier. Moi, je n'ai pas voulu vous montrer mes noms de fichiers, donc j'ai créé un fichier temp. Bon, le mieux, c'est quand même de le mettre dans un endroit bien connu. Et la commande pour sauver le modèle, c'est save RDS du modèle et le nom de fichier. Donc là, on est sur des commandes telles qu'elles existent dans R, on n'y a pas touché. Et donc là, vous voyez que save RDS, le modèle est sauvé. Ici, par exemple, vous voyez qu'il fait 9 mégas sur le disque. Et pour le restaurer, c'est read RDS. Donc là, pas vraiment de surprise. Et quand on l'a restauré, on peut appliquer dessus la commande predict avec un nouveau jeu de données. Alors là, vous devriez froncer les sourcils en disant c'est très curieux parce que la prédiction de fit régression ressemble pas du tout à la prédiction qu'on avait vue dans le slide où j'ai présenté la commande predict sur le jeu de données AMES. Et là, c'est ma faute, c'est parce que je l'ai fait en 2 temps, donc c'est pas le même modèle.
qui correspond. Si vous ne me croyez pas, et vous ne devez pas me croire, essayez-le chez vous. Vous verrez qu'en restaurant le modèle, on a la même prédiction que le modèle qu'on a sauvé. Donc, vous avez vu qu'on a entraîné un modèle pendant 30 époques, on a attendu un peu pour avoir le résultat, et on affiche le résultat et on se rend compte qu'il faut le réentraîner. Il faut continuer l'entraînement. Donc là, deux solutions, soit vous le réentraînez de zéro, soit vous êtes capable de réentraîner à partir d'un modèle existant. Et on a cette fonction en incluant l'option TabNet Model et un modèle précédemment entraîné. Et on peut lui dire depuis quelle époque on reprend l'entraînement. Ça permet, alors depuis un modèle en mémoire, de repartir de n'importe quelle époque. Depuis un modèle restauré du disque, il faut repartir de l'époque qui soit un checkpoint, parce que si le modèle n'existe pas en dehors des checkpoints enregistrés sur disque. Et la commande autoplot nous permet de savoir quelle est l'époque qu'on peut prendre comme checkpoint à partir duquel on a envie de repartir. On peut aussi changer les paramètres d'entraînement sur cette commande qui réentraîne. On peut changer le learning rate, la taille du batch, mais on ne peut absolument pas changer le design du modèle. Donc, on ne peut pas rajouter des colonnes, on ne peut pas changer le nombre de variables, on ne peut pas changer le nombre de catégories dans les variables catégorielles. Là, je l'ai fait, j'ai rajouté 30 époques sur notre modèle précédent fit régression, en repartant de l'époque 30, et vous voyez qu'à la sortie, le modèle fit régression 3, lui, maintenant, il a 60 époques. Donc, il a bien les 30 époques exactement les mêmes que le modèle fit régression, plus 30 époques additionnelles qu'il a réussi à prendre sur la base de ces hyperparamètres. On fait un rapide diagnostic du modèle, enfin de la courbe d'entraînement du modèle, et on sait que là, il faut encore le faire apprendre. On n'est pas arrivé à un plateau ou à une remontée de la courbe de training set. L'entraînement non supervisé. Je vous ai promis ça au début. Comme j'ai beaucoup parlé, vous l'avez sûrement oublié, mais l'intérêt principal du modèle TabNet, c'est l'entraînement non supervisé. Pour ça, on a une commande TabNet Pretrain. Je ne sais pas si c'est un bon choix de nom de fonction, mais c'est ce qu'on a choisi. Et voilà comment l'opérer. D'abord, alors j'ai pris un autre jeu de données, et je m'en excuse parce que je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. C'est un jeu de données de classification binaire pour savoir si on doit accorder ou non un prêt. C'est le dataset Landing Club. Alors, j'ai été dur avec ce jeu de données. Donc, il contient à peu près 10 000 lignes. J'ai été dur avec ce jeu de données. Je l'ai séparé en deux. 90% dans un dataset non supervisé. Donc, 90% de ces données vont servir sans aucune information sur la classe de sortie. Et donc, vous le voyez bien, j'ai annulé la notion de classe. Et 10% sera la partie supervisée qu'on utilisera dans un deuxième temps pour améliorer le modèle et lui apprendre de manière supervisée à faire la classification. On applique une recette, on cherche à prédire la classe en fonction de tout le reste. Sur le dataset non supervisé, on normalise toutes les variables numériques. Je force la préparation de ces données, je force leur thermisation. Donc, si quelqu'un a une meilleure traduction du mot bake pour des données, je n'ai pas osé utiliser cuire les données, mais toute proposition sera bienvenue. Avant d'enlever la variable classe, puisque je veux vous prouver que je ne suis pas supervisé, et d'appliquer la commande tabnet pretrain sur ce dataset sans information de classe. Pendant 25 époques, voilà ma courbe d'entraînement. Et bien sûr, la reprise sur entraînement que je vous expliquais tout à l'heure, elle va marcher. Oh, pardon, excusez-moi.
Hop, hop, hop. La reprise sur entraînement dont je vous parlais tout à l'heure, elle va fonctionner à partir d'un modèle non supervisé. Donc, dans Tabnet Model, on va remettre le modèle non supervisé et on va pouvoir continuer l'entraînement de manière supervisée en mettant cette fois dans les 3 petits points la recette ou le dataset qui a un outcome. Si vous voulez en savoir plus sur le résultat, il y a une vignette qui correspond au workflow d'entraîner. Enfin, l'exemple que j'ai pris là, c'est l'exemple de la vignette. Donc, vous aurez toutes les réponses dans la vignette sur l'entraînement non supervisé, suivi de l'entraînement supervisé, et la comparaison avec juste la partie supervisée toute seule. Donc, de combien le modèle gagne à avoir un pré-entraînement sur une partie de données non supervisée. On ne serait pas complet sur ce modèle si on n'avait pas la partie d'interprétabilité. Alors, l'interprétabilité du modèle, c'est la fonction tabnet explain. Et là, je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps de faire le slide qui reprend pour le modèle pré-entraîné ou le modèle complet, la visualisation de l'interprétation. Donc, je vous propose une autre visualisation d'un autre modèle. Donc, je suis désolé pour ça, c'est pas très juste. Mais voilà ce que ça donne. Donc, alors une fois de plus, on fait autoplot du résultat de la fonction tabnet explain. Et donc, on ne s'occupe pas du format des données. Cet autoplot, il va donner la chose suivante. Bon, sauf que celui-là, il a été fait sur un autre modèle. C'est un autre modèle de l'immobilier toulousain. Du coup, du prix de l'immobilier toulousain. Du coup, les variables sont en français, c'est toujours très agréable. Et voilà ce qu'il donne. En fait, ce plot, il va montrer l'importance de la carte de masquage. Ligne par ligne du dataset. Donc, vous avez ce dataset de l'immobilier, il faisait environ 10 000 lignes, un peu moins. Et ligne par ligne, il va montrer l'importance du masque d'attention. Donc là, on a réellement une visibilité de qu'est-ce qui a de l'importance variable par variable, mais sur chacune des lignes du dataset à prédire. Donc là, on voit par exemple que le quartier a beaucoup d'importance, peut avoir beaucoup d'importance la plupart du temps, mais à certains endroits, ce n'est pas le quartier qui est le plus important, c'est plutôt le nombre de chambres. Donc le nombre de chambres est à peu près également important sur tout le dataset, sans avoir trop d'importance, alors que le quartier peut prendre énormément d'importance. Les autres variables, enfin voilà, vous tirez les conclusions de cette visualisation pour l'importance des variables et leur variabilité dans le dataset. Alors celui-là, c'est le masque agrégé donc c'est la somme de tous les masques, de toutes les têtes d'attention du modèle. Par défaut, le modèle, il en a 3 et on peut demander la carte d'importance de chacune de ces blocs d'attention qui s'enchaînent, donc step par step. Donc là, vous voyez qu'on peut voir qu'au premier step, l'étage n'est pas du tout pris en compte. L'étage est juste pris en compte au deuxième step, c'est-à-dire quand il a accès à des agrégations de plus haut niveau entre les autres variables. Et voilà pour moi. J'ai dépassé légèrement, mais j'attends vos questions. Eh bien, merci Christophe. J'ai plein de questions, mais je vais laisser l'audience poser les siennes d'abord. Il y a Vincent qui avait mis des questions dans le chat. Vincent, tu veux prendre la parole ou je les pose pour toi? Oui, je veux bien. Merci pour le talk, c'était très intéressant. Merci. Et ma première question, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait récupérer la couche d'encodage sur les données non supervisées pour faire de la représentation en basse dimension, ce genre de choses. Oui, on peut. En revanche, ce n'est pas proposé avec une API simple.
Donc, il faut les Donc, récupérer directement les valeurs soi-même via Torch, j'imagine. ouais. Donc, Ok. le modèle Torch, c'est une structure Torch, et il faut descendre. Voilà, c'est une liste de structures Torch, dont le modèle, et on peut aller chercher dans le modèle et trouver la couche et Et ça en l'extraire. prédicte après, j'imagine, comment Oui, TensorFlow. ouais, Ouais, ouais. ok. On peut élider le modèle à cette couche-là et s'en servir comme d'un embedding. Oui. Ok, ça marche, merci. Et j'avais juste une deuxième question qui est très courte, j'en profite. Est-ce qu'on peut prédire plusieurs valeurs avec Tabnet? Oui, oui. On peut faire du multiclasse, multilabel. Enfin, Ok, ou plusieurs valeurs numériques, oui. ok, La syntaxe pour ça, c'est il faut une liste. Il faut que les résultats soient en liste. Il y a un test. Alors, oui, un autre truc que j'ai pas dit, c'est que tous les codes Python qui font du Tabnet n'ont aucun test. Nous, on a fait l'effort de faire des tests unitaires. Donc, vous pouvez voir dans les tests comment on triture le modèle et ses limites sur qu'est-ce qui marche pas. Et il y a notamment un test unitaire dans le repository du package euh, qui fait ça, qui teste des multi-outputs. Il faut le chercher, mais donc il y a le code qui le fait. Donc, c'est testé, donc c'est sûr que ça marche. ok, très bien. Merci beaucoup. Et ça te permettra de voir la syntaxe. Et de Yes. mémoire, c'est une liste des variables. Mais du coup, je pense qu'on couvre pas l'API avec Recipe. Ça doit certainement être juste des datasets, un dataframe X et un dataframe Y en entrée. Oui, ok. Moi, c'est À comme vérifier. TensorFlow, Et du coup. si tu en veux plus, pose un bug, enfin, ouvre une issue et puis on essaiera de le couvrir peut-être. Ok, merci. Il y a Moussa Bassel qui avait une question dans le chat. Est-ce que vous voulez allumer votre micro? Sinon, je vais la poser. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon, on vous entend. Ouais, juste par rapport à la volumétrie de données, est-ce qu'il y a des pros et des cons par rapport à l'utilisation classique de Python? Par rapport à l'utilisation, pardon, j'ai mal entendu. Par rapport à l'utilisation de Python, enfin des librairies Python. Non, vraiment, il n'y a rien qui change. Euh, Torch et Tabnet utilisent un data loader pour prendre juste la quantité de données nécessaire à remplir le batch, prépare ces données et les envoie à la lib C, à la lib Torch en C. Donc, il y a une structure de données dans la mémoire de R qui est transportée dans la structure de données gérée par C, par libtorch. Et ça, il n'y a pas de différence entre Python et R, dans la mesure où ce qui est transporté à chaque batch, c'est juste le batch nécessaire à exécuter le batch côté torche. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de différence. Merci. Est-ce que dans l'audience, il y a d'autres questions? Hop. Vous pouvez prendre la parole ou lever la main ou la poser dans le chat. Sinon, moi, je voulais d'abord… dans la dernière figure, là, les autoplots sur heatmap non supervisé, Oui. sur modèle non supervisé, je me demandais si ce ne serait pas plus lisible si on clusterisait la heatmap. Mais c'est vrai que ggplot2 n'est pas très fort pour les heatmaps clusterisés. Et donc, regrouper les rangs du tableau qui se ressemblent juste pour la figure. Alors, c'est une bonne remarque. Alors, on a essayé dans le package d'être léger en import. Et s'il y a des modules, des extensions de ggplot pour faire des heatmaps ou des explots. Mais là, ce qui est intéressant, enfin, je pense que c'est intéressant d'avoir cette prédiction, enfin, cette valeur d'importance par entrée du dataset. Et alors, juste, pardon, c'était pas clair dans ma présentation, la heatmap, je l'ai montré, c'est pour la partie c'est le plot d'interprétabilité, il est pour une partie supervisée. Hein. J'ai préparé le code pour le montrer entre supervisé et non supervisé, mais malheureusement, j'ai manqué de 10 minutes pour le remplir. Et celui que vous avez vu, c'est le résultat d'un entraînement supervisé, juste pour. Alors après,
tu peux regarder le code sur comment récupérer ces prédictions et puis en faire un autre plot, évidemment. Oui. Oui. Et là, tu peux faire des imports de librairies plus avancés avec des heatmaps en hexagonal si ça a l'envie. Très bien. Une autre question qui n'a rien à voir, et c'est pour ma curiosité personnelle. Il me semble là sur les tensors, sur la partie torch, que le premier élément était indexé à 1 et en Python ou dans d'autres langages, souvent le premier élément est indexé à 0. Oui, et c'est je ça voulais qui est savoir super. si ça avait été galère de recoder toutes ces conversions Alors, tenseurs qui commencent par 1 ou par 0. moi, sur Torch, je n'ai rien fait. J'ai juste rajouté Ouais. le timeout sur le download. Donc, c'est vraiment un petit pull request de débutant. Je pense que ça a été galère parce que ça s'est fait par step. Quand tu regardes les bugs de Torch R, il y a toujours un petit bug qui reste sur une fonction où il reste une indexation à 0. Donc, je pense qu'ils ont galéré. Mais moi, j'ai rien fait. Donc, je leur laisse je laisse à Daniel Falbel. Alors, il faut que je le cite parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il touche à tous les packages. Enfin, il travaille à RStudio, donc il a du temps pour le faire, mais il touche à tous les packages de deep learning. C'est lui qui entretient Keras TensorFlow R et c'est lui qui a fait Torch R. Et il a beaucoup contribué au package Tabnet. C'est lui qui avait posé les premières briques dessus. Et c'est un génie, donc c'est sûr. Si le package marche, c'est grâce à lui plus qu'à moi. Je ne veux pas m'attirer des fleurs que je ne mérite pas là-dessus. Et, enfin, il est utile de le citer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais très bien. Très bien, très bien. Et oui, alors oui, tout est indexé à 1. Ouais. Et c'est d'un confort pour le développeur parce que définitivement, l'indexation à 0, c'est un truc pour se faire, pour consommer beaucoup d'aspirine, mais c'est absolument pas naturel. Et là, oui, tous les tenseurs sont indexés à 1. Ok, super. Et ben, je ne vois pas d'autres questions.